café au Lala, sortie du métro Beaubien. Il le faut parce que nous nous adressons à plusieurs personnes via Internet. Donc ce qui vous apparaît comme étant élémentaire, c'est aussi des renseignements pour celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter grâce au bon soin de notre ami François Terrien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire 2 remarques préliminaires. Je ne les ai pas inscrites, là, mais je voulais parler un petit peu de la langue, je voulais parler des gestes de souveraineté, mais reliés à la langue. Au niveau de la langue, vous savez, ça fait des mois que s'il y a des gens qui le savent, c'est bien vu ici, ça fait des mois que je dis que la question de la langue, si elle redevenait dans l'actualité, si les chefs politiques étaient en mesure d'inscrire leur action dans une dynamique, j'allais dire linguistique, mais c'est une erreur, dans une dynamique reliée à la langue, on assisterait à des... pas encore à des mouvements de foule, mais disons à des mouvements d'opinion. Nous sommes en train de le faire. 40% de la population souhaite un renforcement de la loi 101. C'est énorme. Quand M. Parizeau a pris le pouvoir en 1994, 36% des gens étaient favorables à la souveraineté. Juste pour vous donner, là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'explication, sinon des scandales qui sont révélés dans les médias. Et en partant, 40% de la population demande un renforcement de la Charte de la langue française. Ça ne vient que confirmer ce dont nous avons parlé depuis plusieurs mois. Et moi, je voulais relier ça au geste de souveraineté. Le geste de souveraineté, quant à moi, le plus éclatant que nous ayons posé au cours du dernier demi-siècle, c'est la loi 101 elle-même, qui était un geste de souveraineté. Chacun des chapitres de la loi 101 du Dr Lorrain a été invalidé par les tribunaux et la Cour suprême. Chacun des chapitres. Moi, je les ai examinés un par un. Mais lorsqu'elle a été adoptée, cette charte-là, c'était vraiment là, un geste de souveraineté patent. Hein? Dr Lorrain, qui n'était pas un imbécile, savait très bien que 60% du contenu de sa loi était contraire à la Constitution canadienne. Et la Constitution de cette époque-là, et Trudeau, en votant son Canada Bill de 1982, c'est Jean Chrétien qui le révèle dans son livre « La fosse au lion » que j'ai eu le plaisir de recevoir ces jours-ci, mais que j'avais déjà lu dans le passé, mais je n'avais pas gardé, je ne conservais pas, je n'ai pas porté à conserver les choses, ça prend trop de place, les livres de M. Chrétien, ils sont très épais, mais ceci étant dit, c'est que il le dit quand, je parle du livre naturellement, bien évidemment, il inscrit dans ce livre-là, nous avons voté le Canada Bill pour contrer la loi 101. C'est dit noir sur blanc. Donc, quand le Dr Lorrain vote la loi 101 en 1977, une bonne partie, il le sait, est tout à fait inconstitutionnelle. Tout ce qui concerne le bilinguisme, par exemple, au Parlement, devant les tribunaux, dans l'administration, c'était tout prévu dans la Constitution canadienne depuis 1867 pour certains des chapitres qui concernent ces domaines-là, mais il l'a voté quand même. Donc c'était un geste de souveraineté. Et je me souviens que le professeur Michel Brunet m'avait déjà fait une suggestion que j'avais transmise à M. Lévesque d'ailleurs, et il avait pris cet exemple-là en Inde, parce que nos institutions sont britanniques, et en Inde également. Puis il avait dit, M. Lévesque devrait voter une nouvelle loi 101 aux 3 semaines, s'il le faut. Le système britannique permet ce genre d'attitude. C'est-à-dire, en droit britannique, une loi s'applique, une nouvelle loi s'applique, tant et aussi longtemps que le dernier Parlement, le dernier tribunal, pardon, ne l'a pas invalidé. Donc, un geste de souveraineté que le Parti québécois pourrait faire, j'ai envie de dire, pourra faire, également, mais devra, ça, je n'ai pas cette prétention, mais très bien, ce serait de voter une nouvelle loi 101 qui correspondrait exactement
à ce dont nous avons besoin pour assurer le fait français, c'est-à-dire éliminer le bilinguisme institutionnel partout où c'est possible de le faire, en reconnaissant l'enseignement en anglais, puis tout ce que la loi 101 reconnaissait, mais voter une nouvelle loi 101 qui devra s'appliquer tant et aussi longtemps que la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême ne l'auront pas invalidée. Puis la journée qu'ils vont l'invalider, tout ça prend 7-8 ans, là. Ou 3-4 ans, ils peuvent aller rapidement par des injonctions, ce qui est plus rapide qu'un jugement sur le fond. Je dis ça parce que c'est toutes des questions de droit, là. Eh bien, dès qu'elle est invalidée, on en vote une autre. Et le professeur Brunet m'avait dit, c'est comme ça que l'Inde a fait son indépendance. C'est-à-dire que l'important dans une démarche comme celle-là, c'est d'avoir le soutien du peuple. Quand on a le soutien du peuple, il est très facile de procéder de la sorte. Donc, des gestes de souveraineté. Vous savez, c'est une question dont on entend beaucoup parler. Moi, je vais vous dire franchement, ça va peut-être vous surprendre. Puis, j'ai pas l'habitude d'insister beaucoup sur les choses que je fais. C'est pour ça que je suis un mauvais politicien. De politique partisane, je veux dire, de politique politicienne. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Cette expression de geste de souveraineté, c'est moi qui ai inventé ça. Je ne me prends pas pour un autre. C'était lors d'une assemblée dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois il y a 2 ou 3 ans, là, je m'excuserai pour les dates. Il y avait eu une assemblée à Saint-Eustache, à laquelle a participé Jean-Claude Saint-André. Il y avait beaucoup de ses partisans dans la salle, du MES, du Mouvement pour l'élection pour la souveraineté, avec les idées desquelles je suis bien en accord, et j'étais un des orateurs invités. Et lorsque j'ai pris la parole, ça faisait à peu près 2-3 semaines que on entendait parler beaucoup à cette époque-là de gestes de rupture. Ouais. Bon, puis moi, ça me plaisait pas, geste de rupture. Je comprenais très bien ce qu'on voulait faire, mais j'ai dit ça passera pas, toujours en termes de communication, c'est mon dada. En termes de communication, ça fait négatif. Geste de rupture, c'est comme séparatiste. Nous, pour nous, c'est parfait, on applaudit, mais nous, c'est pas nous qu'il faut convaincre. Donc, ça me fatiguait. Puis lorsque j'ai pris la parole, j'ai suggéré remplacer geste de rupture par geste de souveraineté. Geste de souveraineté. Puis je savais très bien que c'était une expression ambiguë. Je le savais très, très bien. C'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs. Ambigu en ce sens qu'il y en a pour tout le monde. Le Québec, c'est le Conseil privé de Londres qui l'a dit. Les provinces au Canada, dans leur sphère de juridiction, et non pas de compétence, c'est un anglicisme, dans leur sphère de juridiction, sont aussi souveraines que l'État fédéral ou qu'un pays indépendant. Donc nous sommes déjà souverains dans nos sphères de juridiction. Donc ce n'est pas un concept en soi illégal. Donc on ne peut pas dire, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc oui, le Québec peut poser des gestes de souveraineté. Il en pose d'ailleurs depuis toujours, chaque fois qu'il vote une loi. C'est un geste de souveraineté que de voter une loi. Donc nous pouvons le faire. Mais, en plus de cette définition tout à fait régulière, geste de souveraineté voulait et veut encore aussi dire plus que ce qui est permis. Et comme ça arrive dans le cas que je vous ai mentionné pour la loi 101, si le Parlement de Québec vote une loi, dans quelque domaine que ce soit, elle devra s'appliquer tant et aussi longtemps que le dernier tribunal ne l'aura pas invalidé. Donc, geste de souveraineté, quand j'ai utilisé ce concept-là, d'abord, on n'avait jamais entendu ça nulle part. C'est à peu près la même chose que lorsque j'ai parlé en 1996 de vol de référendum. Personne ne parlait de ça. Souvenez-vous-en, ceux qui viennent aux conférences depuis 4-5 ans, là. Il n'y a personne qui parlait du vol de 95. Ce n'est pas une question d'être plus brillant que les autres. C'est simplement démontrer la force des idées lorsqu'on les inscrit dans une logique de communication. Le vol du référendum de 95, en 1996, personne ne parlait de ça. Quand j'ai déposé un mémoire à l'ONU sur le vol de 95, personne ne parlait de ça. Geste de souveraineté, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en utilisant les gestes de souveraineté, il y a un aspect pédagogique très, très fort là-dedans. Et je trouve que c'est une avenue très intéressante et j'espère qu'elle sera exploitée longuement. Nous y reviendrons à la fin pour des gens qui voudront dire quelque chose. Prenez le temps d'y penser pendant notre rencontre et on terminera par quelques minutes d'échange là-dessus.
si vous le voyez bien. C'est en quelle année? À la course à la chefferie, c'est il y a 2 ans, 3 ans. Oui. Oui, c'est ça. Jean-Claude Saint-André était candidat, et à ce moment-là, le MES et beaucoup de gens proposaient des gestes de rupture. C'est même écrit tout sur Internet, ça. Et moi, tout de suite, mais pas tout de suite, j'ai cherché quelque chose pendant 15 jours, 3 semaines. Et hop, m'est venu en tête geste de souveraineté. Comme les États généraux, j'en parle pas, là. Les États généraux. Ah, très bien. Ils l'ont adopté. 3 semaines après, le MES changeait tous ses papiers pour mettre ça, puis tant mieux. J'en prends pas une paternité, ça n'a aucune importance. C'est comme les États généraux. Je souhaite que ça se réalise. Si ça se réalise, plusieurs parmi vous savent d'où ça vient. C'est pas important. Ce n'est pas. D'où qu'ils viennent du moment que le bien se fait. Moi, ça fait 3-4 ans que j'en parle d'États généraux. Je suis bien pour ça, à 800%, de l'indépendance. Mais moi, j'aurais préféré des indépendantistes, pour ne pas que ce soit des institutions qui s'en emparent, mais que ça reste la propriété des individus. Mais lorsqu'on décide de faire de la politique, il faut accepter à l'avance que ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, n'est pas intégralement accepté, sinon on reste chez nous. Donc, quand on fait partie d'un groupe, on accepte de mettre de l'eau dans son vin, sinon c'est et Rosaire Morin, ça c'est l'État généraux du Canada français. Non, Jacques-Yvan Morin. Ben oui, et Rosaire Morin. Jacques-Yvan Morin, c'est le front. Oui. C'est Rosaire Morin qui est l'artisan des États généraux. C'était le Canada français? Oui, les États généraux, ben oui, parce qu'il y avait 2-3 000 délégués, 90% du Québec, les autres venaient du Canada français. Ceux du Québec ont voté majoritairement pour la totalité des droits à l'Assemblée nationale, et ceux au Québec, naturellement, avaient des réticences tout à fait légitimes et compréhensibles. Au milieu des années 60, ça s'est terminé en 67. C'est là que M. Lévesque est allé au balcon de la place des Arts, c'était tout arrangé ça, puis qui a été applaudi à tout rond par les délégués qui étaient là. M. Lévesque venait de quitter le Parti libéral, là, c'était pour l'encourager. Ça va l'air spontané, mais ça ne l'était pas. C'est plate en maudit de voir que des gens progressistes, des gens déterminés, acharnés, radicaux, marginaux, on entend toujours, on voit le fruit de leur pensée juste des lunes plus tard. Ça me fait chier au bout. Oui, mais c'est fait comme ça. Vous savez, c'est quelqu'un qui me disait sur un forum récemment, il y a 2-3 jours, en tout cas, on parlait de Bourgault, Chaput, Roy, Barbeau, et ainsi de suite. Si ces gens-là n'avaient pas été radicaux, on n'aurait pas aujourd'hui les moyens de se payer, d'être plus modérés. Vous savez, quand on est 5, on crie plus fort, on a besoin de crier plus fort que lorsqu'on est 2 millions. Les premières manifestations indépendantistes, les militants portaient 2 pancartes chacun. Ils n'étaient même pas nombreux pour organiser une manifestation. Ils infiltraient des manifestations organisées, puis ils pointaient les pancartes au bout de leurs bras, pour devant les caméras, puis ainsi de suite. Aujourd'hui, non, c'est avant, moi, ça. C'est en 1960, j'avais vu, non, j'étais au monde. J'avais 29 ans. Moi, quand j'ai commencé, ça existait quand même. Mais le Parti québécois n'existait pas. C'était le RIN qui existait. J'ai commencé en 66, moi, c'est l'année où le RIN a présenté des candidats chez nous dans le comté de Verdun. La Finlande. Dans notre série de rencontres consacrées aux indépendances à travers le monde, nous en sommes rendus à la Finlande. Un des pays, quelques mots d'introduction, un des pays avec lesquels nous avons le plus de points en commun. Géographiquement, culturellement, linguistiquement, climatiquement, économiquement, sportivement, et j'en passe. Ce n'est pas pour rien qu'il existe depuis longtemps des instituts québéco-finlandais où des universitaires se rencontrent régulièrement, parce qu'il y a entre ces deux peuples des points communs, je dirais, de plus en plus nombreux et de mieux en mieux examinés. Donc, Finlande, c'est Finland, land veut dire pays, Deutschland, Friesland, Groenland, donc c'est le pays des Lapons. Finn, en danois ou en suédois, ça veut dire Lapon. Lapon, c'est un terme dont on ne sert plus. C'est aussi péjoratif que lorsqu'on emploie Esquimaux. Maintenant, on dit Inuit. Esquimaux, qui veut dire mangeur de chair crue.
Oui, mais c'est fini. Aujourd'hui, on dit SAM, S-A-M-E. La même chose que les Esquimaux. On ne dit plus Esquimaux, on dit Inuit. Donc, le terme lapon est considéré aussi péjoratif qu'Esquimau ou que sauvage. Donc, Finlande, c'était le pays des lapons. Et ceci en danois, norvégien et en suédois. Deuxième remarque, la Finlande n'est pas un pays scandinave. C'est une erreur qu'on entend, mais peut-être au Canada, partout. Ce n'est pas un pays scandinave. La Finlande n'appartient pas à la Scandinavie. Elle est trop au nord pour ça. La Finlande est un pays nordique. C'est un pays dont une partie dépasse la marque du cercle arctique. Il y a le jour solaire, il y a la nuit solaire, c'est-à-dire qu'il y a des 24 heures où le soleil ne se couche pas, autour du 24 juin, puis il y a des 24 heures où le soleil ne se lève pas, autour du 24 décembre. Oui. Donc, que veut dire le mot scandinave? Ah, je ne sais pas. On verra sans doute la semaine prochaine. Avec la semaine prochaine, nous allons aller en Norvège. Donc, c'est un pays nordique, avec un climat nordique, naturellement. Il y a des moyennes de moins 40 degrés dans ces territoires les plus au nord ou les plus septentrionales. Puis l'été, il peut faire 30 dans le sud. Nous, ici, on a à peu près les mêmes climats. On se dit d'un climat modéré. Le Québec a un climat modéré. Nous n'avons pas un climat nordique. Nous sommes moins au nord. Et nous, ici, si on a un peu plus de chaleur, c'est à cause du Gulf Stream, les courants qui viennent du Gulf Stream et qui nous apportent un certain réchauffement. On ne dirait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chez nous, le réchauffement de la planète, là, vous en parlerez une autre journée qu'aujourd'hui. Donc, c'est un pays de 5,5 millions d'habitants. En termes de population, c'est le 109e au monde, à peu près sur 200. En termes de superficie, en Europe, c'est le 5e. Une des plus faibles densités du monde, 17 habitants et demi au kilomètre carré, alors qu'en Hollande, je pense que c'est 200. En Hollande, on se pile ses pieds tout le monde. Mais là-bas, c'est... Et en Finlande, le sud, surtout, est occupé. 68% du territoire est en forêt boréale. Il y a 200 000 lacs, 200 000 îles. Je vous rappelle qu'au Québec, il y a 1 million de lacs. Les gens, on n'entend pas souvent, mais on peut le dire, on ne se trompe pas. Au Québec, il y a 1 million de lacs, ce qui est assez impressionnant. Mais là-bas, déjà, à près de 200 000, c'est quelque chose. Une population à 92% finophone, avec 2 N. Puis pardon? 92%. Oui, finophone. 5,6%, 5,7% suédophone. 1,5% parle le Sam ou le Sami, la langue de ceux qu'on appelait autrefois les Lapons. Il y a aussi des Tziganes, puis il y a aussi des Russes. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. On va même être surpris qu'ils ne soient pas plus nombreux. Quand on pense qu'en des pays baltes que nous verrons le mois prochain, je pense, il y a des villes de certains pays baltes où les russophones sont majoritaires. Ce n'est pas le cas en Finlande. En finlandais, en finnois. Le finlandais, ça n'existe pas. Non, mais la Finlande, en finlandais, c'est Suomi. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est lié à ça. Tout à fait. C'est lié à ce qu'on appelait la Laponie. En réalité, ça s'appellerait en français autrefois la Laponie. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. C'est une république parlementaire. Il y a 200 députés élus pour 4 ans, à la proportionnelle. Curieusement, et ça c'est une singularité, la Constitution est votée par le Parlement et n'est pas contestable devant aucun tribunal. Toute décision du Parlement est incontestable. On va voir pourquoi ces mesures-là ont été prises.
Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert du veto de l'autorité. Donc, ils sont prémunis contre cela. Donc, automatiquement, ce qui est voté est légal. Ce qui est voté est constitutionnel. Il n'y a pas de recours judiciaire contre une décision du Parlement. Alors qu'ici, c'est presque le quotidien. C'est un peuple qui a connu 5 siècles de domination étrangère. On va le voir dans le détail. L'indépendance a pris une centaine d'années à se réaliser. Je le mentionne parce que souvent les gens disent « Ah, moi, ça ferait bien de la peine, moi aussi, de ne pas voir ça de mon vivant. » Entre vous et moi, il y a d'importance. 100 ans, c'est important pour moi, là. Comme disait l'ancien ministre Louis O'Neill, je n'achalerai pas la province avec mes mots de tête. J'aimerais mieux voir ça, mais l'important, c'est un mouvement. On ne peut pas tirer ses carottes pour qu'elle plus vite. On peut tout faire pour que l'indépendance se fasse rapidement. Je pense que c'est notre devoir. Mais, tu sais, nous, ça fait 50 ans qu'on en parle. Il y en a été question avant, mais d'une façon organisée. Ça fait 50 ans. Eux, ça leur a pris 100 ans. Des guerres nombreuses. Et 100 ans, et ceux qui ont lancé le mouvement indépendantiste finlandais, ce ne sont pas les Finnois, ce sont les Suédois vivant en Finlande. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, en remerciement, en gratitude, en reconnaissance, le pays est déclaré bilingue. Et que les Suédois, les Suédophones, ont les mêmes droits que les Finnophones. Pourquoi? Parce que les fondateurs du mouvement indépendantiste finlandais, ce sont les Suédois de Finlande. C'est comme si la RIN avait été fondée à Westmount par les Anglais du Québec. Non, mais c'est exactement ça. Et c'était ça sur toute la ligne. C'est-à-dire que la minorité suédoise a pris fait et cause pour la culture finlandaise, pour l'indépendance de la Finlande, et a posé des gestes pour que les indépendantistes finlandais débouchent sur une action politique concrète. On va comprendre un peu pourquoi. C'est pas... Les gens procèdent rarement par vertu. Aristote nous a appris ça il y a des millénaires. C'est la vertu. Il a Rochefoucauld qui disait même nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si les autres connaissaient les véritables motifs qui les génèrent. Donc c'est des intentions. C'est pour ça qu'on ne juge pas sur les intentions. C'est impossible à savoir. C'est quoi les intentions des Suédophones? Ah, je ne les connais pas, c'est impossible. Les intentions, c'est à peu près le domaine le mieux caché. Mais c'était certainement de s'opposer aux Russes. Parce que si la Suède a dominé longtemps la Finlande, c'est la Russie qui lui a succédé. Et les Suédois de Finlande se sont opposés aux maîtres russes. Tout en souhaitant eux-mêmes la liberté avec la Finlande. Mais ils sont d'abord opposés aux maîtres russes. On va voir ça dans le détail dans quelques minutes. Donc la Finlande, on dit qu'elle est occupée depuis à peu près 2000 ans. Elle était d'abord occupée par ceux qu'on appelait les Lapons, par les Samis, les Finns, qui venaient de l'Oural. Ces gens-là venaient de l'Oural, à l'ouest de l'Oural. Le général de Gaulle disait un jour l'Europe sera de l'Atlantique à l'Oural. Tout le monde le connaît pour un fou. En train de se faire, ils sont arrivés à la Russie. De l'Atlantique à l'Oural. Et c'est pourquoi le finnois est une langue ouralienne. C'est-à-dire c'est une langue agglutinante. C'est-à-dire c'est une langue qui a 25 possibilités de terminaison. Un peu comme le latin et l'allemand, mais avec 16 cas. En japonais, je ne sais pas. Oui? Pire que le japonais, maintenant. 25 terminaisons possibles. C'est-à-dire que la fin d'un mot est déterminée par la place qu'il occupe dans la phrase. Nous ne connaissons pas ça en français. Nous avons, nous, peut-être, j'ai essayé de chercher aujourd'hui, 2, 3 terminaisons par mot, dépendant du genre, dépendant du nombre. Un féminin et un masculin peuvent être différents. Un pluriel d'un singulier également, cheval, chevaux.
Eux, ils en ont 25 comme ça par mot. Donc, imaginez, là. Donc, ce n'est pas une langue indo-européenne. Ce n'est pas une langue comme les langues germaniques, comme les langues latines. C'est un autre monde de langues. On les appelle, la vraie classification s'appelle les langues finno-ougriennes. Le basque en est une. Finno-ougrienne. Le hongrois en est une. L'estonien en est une. Le finnois en est une également. Ce sont des langues agglutinantes. On devrait plutôt dire des langues à flexion. Comme l'espagnol. C'est-à-dire que ce sont des langues qui en espagnol aussi, la finalité du terme peut changer, dépendant de mucha chose, et ainsi de suite. Donc, les premiers Lapons viennent à l'ouest de l'Oural, c'est loin ça, ils sont en venus jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la Finlande. Par la suite, au 10e, au 11e siècle, vont arriver ce qu'on va appeler plus typiquement les Finnois. Eux, ils vont arriver de l'Europe centrale, l'équivalent de la Hongrie. Ils vont occuper ces territoires nordiques. Ils vont suivre les reines ensuite, comme le Père Noël. Ils vont suivre les reines. C'est les reines qui vont déterminer le développement du pays, les régions qu'ils occuperont. Mais ce sont des peuples qui vont vivre essentiellement de la chasse, de la pêche, et qui encore aujourd'hui l'élevage de fourrure, de peau d'élevage, c'est les premiers au monde là-dedans. Le bois. Puis ils vont s'installer tranquillement. À partir du 11e siècle, le 12e siècle, la Suède, qui est une puissance montante, la Suède va s'emparer des pays du Nord. J'allais dire de la Scandinavie et de la Finlande également. À tel point qu'au 12e siècle, il y a un roi suédois qu'on appelait Éric le Saint, qui lui va décréter carrément là, que le territoire de la Finlande lui appartient. En 1229, le pape va reconnaître à la Finlande le droit d'exploiter, va reconnaître à la Suède, pardon, et à la couronne de Suède, le droit d'exploiter la Finlande. Le droit international apparaissait comme ça. D'ailleurs, le roi va reconnaître le pape va reconnaître, au roi d'Espagne la propriété de l'Amérique. Et c'est là que François Ier va dire sa fameuse phrase qu'il va stimuler à Jacques Cartier et qu'il va dire « Je voudrais bien voir le testament d'Adam qui m'exclut de l'héritage du monde ». Donc les papes avaient ce pouvoir, avaient cette responsabilité. Donc l'Église va reconnaître à la Suède la possession des pays de Finlande. Ça va durer longtemps, là. Cette occupation-là va durer dans les faits jusqu'en 1800, jusqu'à Napoléon. Et en 1550, officiellement, la Suède prend la Finlande et l'intègre dans le royaume. Ça avait déjà été préparé en 1400 par l'Union de Kalmar, mais là, je vous évite des séries de détails, je vous pose l'essentiel. Donc, ça devient possession suédoise, et à ce moment-là, la langue du peuple, un peu comme en Angleterre, un peu comme en France, quand les gens répètent toujours la même chose, mais des fois, il faut mieux se répéter que se contredire. Nos ancêtres, lorsqu'ils sont arrivés ici, ne parlaient pas français. La France ne parlait pas français. La France parlera française en 1914 et pas avant. Je parle de façon généralisée. Rappelez-vous l'abbé Grégoire qu'on a vu la semaine dernière, qui fait le tour de la France au moment de la Révolution française, qui fait rapport à la Convention en disant « Il y a un problème en France, le français ne se parle pas. Le peuple de France ne connaît pas le français. » Je parlais 500 langues en France, sauf le français, qui était réservé aux officiers, à l'Église et à l'administration, les nobles, et ainsi de suite. Le peuple ne parlait pas français. Et la cour, la noblesse était coupée du peuple, comme en Angleterre. La langue du monarque était très étrangère à celle du peuple. Eh bien, en Finlande, ce sera la même chose. En Finlande, le peuple va parler le finnois, alors que c'est le suédois et le latin qui seront
comme les langues officielles, si on peut dire. Le latin, c'est la langue de l'Église, c'était la langue de l'enseignement, c'était la langue de la liturgie. Et le suédois, c'était la langue du commerce, c'était la langue de la bourgeoisie, de la noblesse. Et un peu comme il se passait dans tous les pays de monarchie absolue à cette époque-là, c'est le roi qui donnait les territoires, qui créait les nobles, et le peuple est un peuple d'artisans, de fermiers, illettrés la plupart du temps. Il n'y avait pas de finnois écrit. L'ABC du finnois n'apparaîtra que plus tard, au 16e siècle, par un premier qui va faire un abécédaire en 1543, mais ça va prendre encore bien des décennies, pour ne pas dire des siècles, avant que ça prenne le visage d'un livre, d'une bibliothèque, et que les gens puissent s'en servir. Donc la Finlande devient une colonie de la Suède. Comme la Nouvelle-France deviendra une colonie de l'Angleterre. Colonie avec moins de pouvoir d'ailleurs. Nous, on arrive 2 siècles plus tard, il ne faut pas oublier ça. Là, nous parlons de vieux pays. Ici, nous sommes certainement une vieille terre, mais nous ne sommes pas vraiment de vieux pays, alors que l'Europe, c'est vraiment de vieux pays. Non seulement occupé, nous aussi, c'est occupé depuis toujours, mais organisé depuis des millénaires. Donc, les Finnois, qui sont très, très majoritaires sur leur territoire, bien sûr, vont développer surtout ce qu'on appelle le littoral, parce que la Finlande est baignée par la mer Baltique, mais aussi par le golfe de Botnie, non pas de Bosnie, mais de Botnie, et le golfe de Finlande. Et naturellement, un peu comme c'était le cas en Nouvelle-France, c'est très souvent près des cours d'eau, près de l'eau, que le développement se fait. Ce sont nos premières autoroutes, et là-bas aussi. Hein. Sinon, ce sont des bois. Là. Même encore aujourd'hui, 68% du territoire finlandais et de la forêt boréale, ça nous donne... Il y a 2 millions de saunas là-bas. Quand même, j'en ai fait une fois, le vrai froid, j'ai essayé ça au Danemark, cependant, mais je l'ai essayé pas longtemps, par curiosité, mais je tenais absolument à le faire, c'est absolument vrai. C'est l'eau glacée, même il y a du frima sur le dessus de l'eau. J'ai sauté là-dedans, mais c'est pas si pire, c'est moins pire que ça a l'air. Mais il y a quand même un moment d'entrée là, qui est pour le moins saisissant, crampant. Mais oui, j'ai essayé ça en débarquant de l'avion d'ailleurs. J'ai dit, emmenez-moi dans un sauna tout de suite, je voulais absolument essayer ça, il y a 30 ans. Ah, on brise la glace, c'est vraiment ça, c'est une immense piscine, là, mais il y avait du frima dessus, là, on le voyait. Hein, c'est sûr, si tu t'endors, ça te réveille. Ah oui, en tout cas, mais ça ragaillardit, hein, ça, je suis très sincère, là. Il y en a 2 millions là-bas. C'est comme des maniaques du sauna, du sport également. C'est Koivu, c'est un Finlandais. Non. Finlandais, finnois, quelle est la différence? Finlandais, c'est lorsqu'on parle de tout ce qui se rapporte à l'État. Finnois, c'est lorsqu'on parle des individus ou de la langue. Mais l'État, les institutions, on envoie finlandais, finlandaise. C'est pas une grosse différence. Hein. C'est pas comme la différence entre une patate et une pomme de terre, elles sont réfléchies vraiment. Mais ça nous, en français, il n'y a pas de synonyme. Hein. C'est l'avantage de notre langue. C'est une langue où il n'y a pas de synonyme. Donc, il y a une nuance près. C'est-à-dire qu'on peut être finlandais sans être finnois. Est-ce qu'on peut être finnois sans être finlandais? Si on a perdu la nationalité pour en acquérir une autre, oui. Le finlandais, c'est civique, puis le finnois, c'est ethnique. Oui, ethnique. Linguistique, ethnique. Oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est ethnique sans uniquement l'être, parce qu'originellement, ça veut dire lapon. Alors que les lapons, c'est d'autres mondes. Oui, c'est compliqué de refaire, mais les lapons existent comme tels. Ils s'appellent Sami, naturellement, puis ils parlent une langue qui s'appelle le Sam, mais ça existe. Donc, il existe des lapons, il existe des Finnois, il existe des Suédois qui vivent là-bas, il existe des Russes, il existe des Romanichels, des Tziganes.
dans un nombre suffisamment important pour qu'il soit classé. La Suède et la Russie, pendant des siècles, se serviront de la Finlande comme d'un champ de bataille. Beaucoup des guerres entre ces deux pays vont se dérouler sur le territoire finlandais. On ne dit pas ça de façon innocente, vous allez voir tout à l'heure, parce que la Russie est toujours présente. Pas pour rien que dans nos dictionnaires, il y a un concept, on y reviendra, qui s'appelle la finlandisation. On peut même s'en servir pour autre chose que pour la Finlande. La finlandisation, c'est lorsque on écoute, tout en ayant l'air d'être indépendant, on écoute à la lettre ce qu'un plus fort que nous, qui est notre proche voisin, nous dit de faire. La finlandisation, c'est l'attitude de la Finlande durant la guerre froide, qui se disait neutre, qui se voulait neutre, et qui l'était en réalité sur le plan militaire, mais qui dans les faits ne pouvait pas avoir une autre attitude, parce que son voisin, c'était la grande URSS, qui ne l'avait pas absorbé en 1944, puis en 1945, alors qu'elle a absorbé tous les autres pays, elle a laissé la Finlande. Pourquoi? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Il y a une raison. Là encore, ce ne sont pas les vertus de Staline qui furent à l'origine de cette grandeur d'âme de laisser la Finlande indépendante. Donc la Russie et la Suède se servent de la Finlande comme d'un champ de bataille. Il y aura même une guerre entre 1700 et 1721, une longue guerre qui va durer, naturellement, 21 ans. Je cherche le nom de la guerre du Nord. Je cherchais son nom. Parce que la guerre du Nord, la guerre d'hiver, et la guerre de continuation. La guerre du Nord, c'est cette guerre entre la Russie et la Suède. Et la Suède va perdre cette guerre-là. La Suède va s'effondrer comme empire, parce que c'est un véritable empire, la Suède, allié de la France. Pas toujours, mais souvent. Lors de la guerre, il y a eu la guerre de succession d'Autriche, ici la guerre de 7 ans, plus tard, et ainsi de suite. La Suède est souvent dans le décor. Et la Suède a des liens quand même avec la France. La monarchie suédoise actuelle est d'ascendance française. C'est le maréchal Bernadotte qui a épousé la fameuse Désirée, là, que Cécile Bidemil a fait un film formidable, il y a un livre à lire. Donc c'est une monarchie française originellement. Bernadotte, c'est un maréchal de Napoléon, puis Napoléon va le mettre sur le trône de Suède. Et ceux qui règnent en Suède actuellement sont les descendants de ce Bernadotte-là. Donc la Suède va s'écrouler comme empire, mais la Russie va abandonner cette conquête-là. Ce qui veut dire que la Suède va continuer à exercer la souveraineté, la tutelle sur la Finlande jusqu'à Napoléon. Puis à Napoléon en 1809 va signer un traité avec le tsar de Russie, le traité de Tilsit, et là la Suède va devenir, la Finlande va devenir grand-duché de Russie. Parce que c'est à côté de la Russie. La Finlande a déjà eu une frontière à 25 km de Saint-Pétersbourg. Ce qui n'est pas rien, c'est pas pour rien que ça inquiète la Russie, vous savez, la Finlande pouvait servir de marchepied pour les gens qui auraient pu vouloir envahir la Russie ou l'URSS. Donc, elle devient grand-duché de Luxembourg, et là, ça c'est au 19e siècle, de Finlande. Parce qu'il y en a un autre grand-duché, c'est le Luxembourg. Les Luxembourgeois qui ont la particularité de parler une langue, de lire dans une autre et de travailler d'une troisième. C'est assez commun. C'est assez commun. Grand-duché de Finlande. Russe, du tsar de Russie. Et là, le tsar de Russie, le premier, tout au moins, ça va changer. On arrive dans le plus récent. Va faire un peu comme M. Harper avec nous. Il va reconnaître, il va dire aux Finlandais, vous êtes une nation. À l'intérieur de l'Empire russe. Mais vous êtes une nation. Exactement les mêmes termes que M. Harper.
vous êtes une nation. Là, les Finlandais, si on peut dire, les habitants de la Finlande, ont voulu être vraiment une nation. Ils ont applaudi. Ah, ils ont plus qu'applaudi. C'est là qu'est né le mouvement indépendantiste. Et le Russe, le tsar de Russie, va même reconnaître des droits à la langue finnoise pour la première fois de son histoire. Le finnois devient une des deux langues officielles de Finlande avec le suédois. Vous savez, c'était un tsar qui voulait se montrer là, libéral. Le 19e siècle, c'est le siècle des nationalités. La première partie du 19e siècle, la répression, l'absolutisme va revenir vers la deuxième partie, que ce soit en France ou ailleurs. Là. Mais la première partie du 19e siècle, il y a des grandes luttes en Pologne, en Italie, il viendra un peu plus tard, mais en Espagne, un peu partout. C'est ce que les historiens appellent le siècle du réveil des nationalités. Et cela a été aussi vrai pour les Finnois, pour la Finlande. C'est le siècle des francs-maçons, n'oubliez pas Du ça. Canada français. Oui, du Canada français aussi. C'est le siècle de la maçonnerie. Hein? On n'insistera jamais assez sur le rôle essentiel des loges maçonniques dans la diffusion des idées de liberté, des idées d'indépendance, des idées d'égalité entre les êtres. Et les pays du Nord n'ont pas été exempts de cette influence-là. Et là va apparaître petit à petit, en Finlande, une fierté nationale. Les Finlandais d'origine finnoise, qui constituent, ils sont plus nombreux là qu'à l'époque, qui constituent plus de 80-85% de la population, relèvent la tête. Ils se dotent d'une culture, encouragée par le tsar. Le tsar va leur dire, écrivez des livres, composez des chansons, faites de la musique, des poèmes, exploitez votre territoire. Vous êtes une nation à l'intérieur de l'Empire, à l'intérieur d'une Russie unie, comme dirait M. Harper. C'est incroyable quand j'ai lu ça, c'est incroyable. Et là, les gens ont pris goût à ça. Ils ont pris goût de la liberté, puis ils l'ont demandé de plus en plus. Et là, j'allais dire le tsar Harper, et là, le tsar de Russie, à un moment donné, ça change les tsars. Puis il est arrivé un tsar, qui sera le dernier d'ailleurs en Russie, Nicolas II, et lui aura une toute autre attitude. Lui, il a voulu écraser ça. Il a eu l'effet contraire. Il a voulu écraser ce que son aïeul, ce que son ancêtre sur le trône de toutes les Russies a fait. Il a voulu russifier la Finlande. Donc, il a aboli le finnois. Il a voulu imposer le tsar, pas le tsar, mais le russe au Sénat. Il a voulu que le russe devienne la langue de l'enseignement. Et là, le peuple s'est soulevé. Les Suédois ont demandé l'indépendance, les premiers, les Suédois de Finlande, suivis par les Finnois. Et là, c'est enclenché des luttes, des révolutions, des insurrections un peu partout dans le pays. Et plus le tsar voulait les écraser, plus eux en demandaient. Ils avaient goûté à ça. Vous savez, on ne se dégoûte pas facilement de la liberté. Donc, ils en demandaient. Puis ce tsar-là était combattu à l'intérieur. Arrivera la Première Guerre mondiale, entre 14 et 18. La révolution bolchevique en 1917. Puis en 1917-1918, le mouvement indépendantiste finlandais prend de l'ampleur, s'organise, précise ses revendications. Puis en 1919, ils vont déclarer l'indépendance. Puis ils vont être reconnus par la Russie en 1920. Ce qui est assez étonnant. 100 ans, ça prend. Ça a pris 100 ans entre le moment où on peut dire la prise de conscience nationale s'éveille, s'articule, s'exprime pour une première fois véritablement, et jusqu'à l'indépendance nationale, à peu près un siècle va passer. De la domination suédoise à la domination russe. Et la Finlande va se doter d'une constitution. Constitution très libérale. Premier pays de la Terre, tout au moins de l'Europe, où les femmes ont le droit de vote. Depuis toujours. Pour eux, c'est quelque chose qui va de soi. Et ils vont donner
Ils vont se doter d'une législation linguistique. Après la pause, on va parler de la législation linguistique. Vous allez voir, elle n'est vraiment pas comme on aimerait qu'on pense qu'elle est. En tout cas, on nous parle toujours de la Finlande comme d'un pays comme le Canada qui est bilingue. On va voir quelle sorte de bilinguisme est-ce que c'est. Pas plus bilingue que la France. Et dans les faits, tout au moins. Mais officiellement bilingue. Et toujours est-il qu'elle se dote d'une constitution, une première loi linguistique en 1922, puis ils vont reconnaître aux Suédois, comme je l'ai dit, immédiatement beaucoup de droits, par reconnaissance. C'est assez étonnant, ça, je ne connais pas d'autres exemples. Les patriotes de 37-38 ont été comme ça. Moi, je me souviens, les premières années, on cachait même la déclaration d'indépendance. C'est connu ça, moi. On ne la lisait pas au LIN, on ne la lisait pas dans certains groupes, parce que dans la déclaration d'indépendance des Patriotes, on dit que la République canadienne, c'était notre nom, la République bas canadienne, va reconnaître des droits à la langue anglaise, à la langue française, qui seront sur un pied d'égalité. C'est écrit noir sur blanc. Et on dit la même chose des sauvages. On disait les sauvages dans ce temps-là. Les mêmes droits que les autres citoyens. C'était révolutionnaire à l'époque, ça veut dire une chose semblable. Ça faisait à peine peut-être un siècle, même pas, qu'on avait accepté le fait que les sauvages aient une âme. Ils n'avaient pas d'âme avant. Un siècle plus tard, c'était des femmes. Ah, mais ils n'ont jamais contesté leur âme aux femmes. Non. Chez les Indiens, il n'y avait pas d'âme. Ce pas des femmes, c'était pas des êtres humains. C'était pas des créatures. C'était des créatures de Dieu, mais c'était pas des créatures animées. C'est un dominicain, Las Casais, qui va combattre cette espèce de mythe, de légende, puis qui va finir par faire accepter que les Indiens ont une âme comme tout le monde. Mais les patriotes de 37-38, et je me suis longtemps posé, on n'osait même pas aborder la question, parce qu'on ne savait pas quoi nous répondre. Comment se fait-il que les Papineau, Duvernay, Édouard Raymond Fabre, les frères Nelson, comment est-ce que le chevalier de Lormier, que le docteur Chénier voulait d'une république bilingue? C'est une question quand même. C'était est-ce qu'il était tout seul? Il a étudié en Europe, je suppose bien, puis il avait été influencé par les maçons, non? Peut-être, c'est difficile. C'est sûr qu'à ce moment-là, 30% peut-être des dirigeants des patriotes sont des anglophones. Nelson, en fait, pour la déclaration d'indépendance de Nelson, c'était la langue de la religion. Oui. Parce que les Québécois, dans leur ensemble, ne veulent surtout pas être traités de racistes. Oui, mais ça, je le comprends. Mais à ce moment-là, c'était quand même, je vous le dis, les militants du siècle dans lequel nous sommes, on peut bien essayer d'en trouver des réponses. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé, la réponse à ça. C'est quand même assez étonnant. Puis la première fois que j'ai trouvé un début de réponse, c'est dans l'histoire de la Finlande. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose là. Il y avait beaucoup d'Américains, d'anglophones, les frères Nelson, au Callaghan. C'était une façon oui, quelque chose du genre. Mais là-bas, ils l'ont fait. Ils ont tellement bien fait ça en Finlande, je veux dire, que les Suédophones, ils sont rendus 5%. Puis ça baisse tout le temps, mais ils ont tous les droits. Rosaire Morin, lui, il a toujours dit ça aussi. J'ai travaillé longtemps avec Rosaire Morin, mais je vais surprendre des gens. C'était un des dirigeants de l'ordre avocatif, il disait toujours, c'était dur, Rosaire Morin, c'était un grand bonhomme, mais il était une conférence, mais c'était un homme d'une fermeté épouvantable. Lâchez-moi avec votre langue. Il était pour ça, la loi 101, là. Ne doutez pas de ça. Il était pour ça à 300%, mais lâchez-moi avec ça. Ça va se régler tout seul, faisons le pays, puis ça va se régler tout seul. Lâchez-moi avec ça, ça prend l'indépendance, puis après l'indépendance, c'est une question qui va d'elle-même trouver, installer une nouvelle dynamique, une nouvelle logique, puis les choses ne sont plus jamais les mêmes. Puis il me disait, chaque fois qu'on va donner une proposition, il me disait, tu parles en fédéralisme. À chaque fois que je disais, il faut renforcer la loi 101, tu parles en fédéralisme. C'était sa réponse, c'était son point de vue, c'était assez particulier, mais c'était ça. Donc, en tout cas, les patriotes de 37-38,
comment dirais-je, c'était des gens instruits, leurs chefs tout au moins, c'était des gens qui avaient une énorme culture, donc ils s'abreuvaient à la même culture philosophique que les chefs indépendantistes finlandais, que les militants polonais, que les Hollandais, qui eux aussi vont faire des gestes dans ce moment-là, dans ces années-là, de la Belgique, qui va également faire une révolution. Tous ces gens-là s'abreuvent à la même source philosophique, qui est celle du droit des peuples naissants. On commence à dire c'est quoi le droit des peuples, la souveraineté des peuples, les monarchies tombent tranquillement. C'est pourquoi j'ai toujours aimé mieux le mot indépendance à souveraineté. Le mot souveraineté, ça vient du roi, ça vient de souverain, ça vient de la monarchie. C'est ça le mot souveraineté. C'est un beau mot, il dit bien ce qu'il veut dire. Là. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais souveraineté, c'est un terme juridique. Indépendance, c'est un terme politique. Si vous voyez la liste des fêtes nationales, vous ne verrez pas, par exemple, 6 décembre 1917, fête nationale de la Finlande, c'est pas marqué journée de la souveraineté, c'est marqué journée de l'indépendance. Sur les 200 pays, là, il y en a peut-être 160 qui ont fait de l'indépendance, 170, 180, les autres, c'est pas parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils l'ont toujours été, ou ils n'ont pas rien connu autrement. Il n'y a pas une fête où c'est marqué jour de la souveraineté. Pas un seul endroit. C'est tout marqué jour d'indépendance, ou fête d'indépendance, ou ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui pourrait dire ça, Mme Marois. Non, elle fait bien les choses, Mme Marois. Moi, je l'encourage. Non, mais c'est une utilisation du vocable. Oui, vous savez, il faut toujours se dire... Bien sûr, il faut parler clairement le plus possible. Mais je me dis toujours, c'est pas à moi qu'elle parle. C'est pas drôle, c'est moi qui vous parle à vous autres. Mais elle, c'est pas à moi qu'elle parle. Moi, ils l'ont, mon vote. Pas le parti comme tel, là, mais l'idée. C'est les gens qui... Mais la clarté est toujours gagnante. Là-dessus, je suis bien d'accord. Le plus court chemin, c'est la ligne droite. Mais ceci étant dit, un nouveau peuple arrive, c'est la Finlande, un nouveau pays, une république, vous savez, des langues, il y en a, puis même quand on parle du finnois, là, on parle d'un qui va être organisé, qui va s'enseigner, puis qui s'enseigne encore, d'être une grammaire, et ainsi de suite. Mais là aussi, il y avait 200-300 parlers différents. Nous, parce qu'on est dans même pas la modernité, on est après la modernité, quand on parle du français, on parle d'une langue en particulier qui est un peu qui est beaucoup standardisée, mais il s'en est parlé des tonnes il y a autant de parler. Gaston Miron disait « Ma langue, c'est celle que je parle ». C'est vrai pour les autres. Donc, il y en a beaucoup de langues différentes. Donc, à un moment donné, les langues se sont organisées. Et à l'intérieur de l'histoire de chacune des langues, on ne peut pas dire qu'une langue, c'est plus haut qu'un dialecte, parce que pour un sociolinguiste, il n'y a pas de différence entre une langue et un dialecte. Une langue, c'est du son qui est porteur de sens. Donc, c'est du bruit qui veut dire quelque chose. Puis pour tout le monde, ça précède l'individu, puis ça lui survit. Quand on arrive, la langue, là, on me l'impose, la langue. Quand j'entends dire, même je dis ça sur des forums, à la télévision, j'ai entendu des premiers ministres dire la langue est une question de liberté. Qui a choisi sa langue? Moi, je n'ai pas choisi ma langue. On me l'a imposée. Et souvent, la dernière phrase est peut-être plus difficile à entendre, je dirais même qu'on nous l'a violemment imposée. Dis papa, puis dis maman. Puis dis merci parce que tu n'auras pas de contrôle. Merci, merci. Ma langue, on me l'a imposée violemment. Donc ça n'a rien à voir avec la liberté. La langue, c'est un instrument, c'est un outil, c'est un atout. C'est des lettres en réalité. Hein? C'est comme quelque chose qui nous aide à mieux être. Mais bien sûr qu'il y a des droits individuels là-dedans, mais ce n'est pas une question d'individu. C'est une affaire de groupe, la langue. On n'apprend pas une langue se parler tout seul. Donc, il y a un aspect de convention dans la langue. On s'entend sur des sens. Donc, c'est du bruit qui donne du sens. C'est quand même assez particulier. On est peut-être les seuls animaux à procéder de la sorte. En tout cas, c'est du bruit. Semble-t-il que non. Même là, je me dis ici, j'ai beaucoup lu sur la langue. Mais il faut distinguer la langue et le langage. Le langage, c'est autre chose que la langue.
Une langue, c'est du son, puis du bruit codifié, puis de type conventionnel, et ainsi de suite. Le langage, c'est une manière bête, c'est une manière de s'exprimer. Les yeux peuvent être un langage, le regard est une forme de langage, le vêtement est une forme de langage, l'art est une forme de langage. Mais ce ne sont pas nécessairement des langues. Prenons une pause. Bien indépendante, le 6 décembre 1917, ça vient de faire 90 ans. La Russie le reconnaît en 1920. Oui. Quand la Deuxième Guerre mondiale va se déclarer en septembre 1939, quelques semaines plus tôt, vous savez qu'il y a un pacte entre Hitler et Staline. Vous savez, on a réussi le tour de force extraordinaire à diaboliser à juste titre Hitler. On oublie toujours Staline. Vous savez, on peut avoir été d'extrême gauche et ça... Les Américains, ils ont dit on a tué le mauvais cochon, ils ont dit le communiste. Mais Staline a aussi sur la conscience des millions de morts, des peuples entiers qui ont été détruits, des centaines, en tout cas. À un moment donné, Staline veut protéger ses arrières. Le territoire finlandais va jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, de ce qui a été Leningrad, de ce qui était auparavant Pétrograd, la ville du Grand-Pierre, Pierre le Grand. Et toujours est-il qu'il envahit la Finlande en 1939, ce qu'on appelle la guerre d'hiver. Et là, ce sera une guerre épouvantable, très très dure. Staline va envoyer 400 000 soldats. La Finlande réussit à conscrire 200 000 à peu près militaires. La Russie, naturellement, va gagner ça, cette guerre-là. Cependant, les Finlandais vont dans les faits, et là il faut peser chacun de nos mots, vous allez voir pourquoi. Dans les faits, les Finlandais vont devenir les alliés d'Hitler pour attaquer la Russie. Vous savez, la Grande Guerre de Russie, le deuxième front que De Gaulle et Churchill ont béni lorsqu'il est arrivé, parce que ça enlevait un peu de pression sur le front de l'Ouest, sur les pays déjà occupés par l'Allemagne. Et les Finlandais vont donc devenir les alliés d'Hitler contre la Russie. Naturellement, Hitler, comme Napoléon avant lui, d'ailleurs c'est pour ça que les Russes se frappent toujours dans les mains lorsqu'on tente de s'emparer de leur territoire, à cause du climat, j'allais dire les pauvres Allemands, mais les pauvres soldats de Napoléon, puis de n'importe quel militaire gèle sur place, c'est presque impossible d'avoir des vêtements. Il y a à peu près seulement nous pour pouvoir, puis encore, pour pouvoir aller combattre dans des climats. Quoique les gens l'oublient souvent, Montréal est plus froid que Moscou en hiver. Nous avons 1 degré en moyenne plus bas sous zéro que la ville de Moscou. Pas que la Sibérie, mais que la ville de Moscou, qui est quand même pas mal. Et toujours est-il qu'Hitler va être écrasé, heureusement, bon, et ainsi de suite. Et la Finlande, dans un traité en 1947, va rétablir ses relations avec la Russie à un point tel qu'ils auront réussi à convaincre les Russes et les Alliés qu'ils n'ont jamais été les alliés d'Hitler, que c'était comme un allié de circonstance, mais non pas une alliance voulue, souhaitée et partagée, parce que les Allemands, lorsqu'ils vont revenir de Russie défaits, vont ravager la Finlande pour se venger de ce que la Finlande ne les a abandonnés en quelque sorte à un moment donné. Et donc la Russie n'englobera pas la Finlande dans les pays. La Russie va annihiler l'indépendance des Pays-Bas, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, je ne parle pas de l'Ukraine, de tous les autres, puis de tous les pays qu'on appelle là du bloc de l'Est, du pacte de Varsovie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, et j'en passe. Mais la Finlande va conserver son indépendance. Ce qui était un tour de force, c'est l'époque du partage du monde à Yalta, mais l'indépendance de la Finlande sera maintenue. Elle va réussir à passer à travers ça, et c'est là qu'elle adoptera un comportement
qu'on va appeler la finlandisation. Durant toute la guerre froide, la Finlande ne prendra jamais de front l'URSS. Elle se déclarera un pays neutre, puis elle ne voudra pas combattre les idées de l'URSS. Tout en n'étant jamais communiste, là. Jamais, jamais, jamais. C'est surtout des partis politiques agraires en Finlande. Donc ça n'a rien à voir avec le communisme, sauf qu'ils étaient très réalistes et se rendaient compte qu'on ne se servait à rien de s'en prendre à un ours aussi gros que la Russie, que l'URSS. Donc, et depuis, la Finlande a continué, elle est entrée dans l'Union européenne, elle a adopté l'euro, c'est un pays très moderne, très avancé, et qui insiste beaucoup sur l'éducation. Non seulement l'éducation est gratuite, non seulement le transport est fourni à tous les étudiants, à tous les niveaux, mais dans toutes les écoles de Finlande, on ne paie pas la nourriture. Ça fait partie pour eux, quasiment nous ici comme le chauffeur, pour eux ça va de soi. L'école nourrit les élèves. Ça fait partie de la culture finlandaise. Donc, l'éducation est très développée là-bas. Le point sur lequel je voudrais insister en terminant, c'est sur la politique linguistique de la Finlande. Parce qu'on en parle toujours, à juste titre d'ailleurs. On dit que c'est un pays bilingue. Cependant, dans les textes de loi, on ne parle jamais de deux langues officielles. On parle de deux langues nationales. Il y a deux langues nationales en Finlande, le finnois et le suédois. Il y a aussi le sam ou le sami, la langue des anciens Lapons, qui a certains droits reconnus, mais là on parle de quelques dizaines de milliers de personnes. Donc c'est un pays officiellement bilingue. Mais que se passe-t-il dans les faits? Là-bas, la langue relève des villes. C'est assez particulier. La langue relève des villes. Il y a des provinces là-bas, il y a 6 provinces en Finlande, mais la question des droits linguistiques ne relève pas des provinces, mais relève des villes. Et les villes peuvent être soit unilingues, soit bilingues. Vous allez voir ce qui s'en vient. 92% des villes de Finlande sont unilingues finnoises. Ça veut dire écoles, tribunaux, c'est unilingue, en finnois seulement. Devant les tribunaux, tout se passe en finnois, à moins qu'il y ait un accusé qui ne parle pas le finnois, que ce soit en suédois, c'est un privilège spécial, mais en toute autre langue également. Mais il y a donc 8% qui sont des municipalités qui sont bilingues. Parce que les suédophones constituent moins de 6% de la population, mais c'est en régression continuelle. Il y a 21 universités en Finlande, il y en a 5 qui sont suédoises. En tout cas, de langue suédoise, excusez-moi. Donc, de façon pratique, c'est en finnois que tout se passe. Même s'il y a 2 langues officielles, dans la pratique des choses, le suédois est marginal, et de plus en plus marginal. Dans l'armée, par exemple, il y a des régiments suédophones, où tout se passe en suédois. Mais les ordres de l'état-major, les directives, se donnent en finnois. Et la Yougoslavie faisait ça aussi. Il reconnaissait je ne sais pas combien de langues, mais tous les ordres de l'armée étaient en serbo-croate. Pour l'utilité, semble-t-il, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'officiellement, si on prend chacun des chapitres de la loi linguistique de Finlande, tous les citoyens sont égaux, puis il y a 2 langues nationales. Et l'État qu'on appellerait, nous, fédéral, mais ça ne s'appelle pas comme ça là-bas, mais l'équivalent d'Ottawa, si on peut dire, qui est Helsinki, non pas Helsinki, mais Helsinki. Helsinki va pouvoir rendre des services dans les 2 langues, mais pas partout. Pour qu'une ville soit bilingue, il faut qu'elle ait plus de 8% de sa population qui appartient à l'une, que 8% des minoritaires appartiennent à l'une ou l'autre des langues nationales. Il y a donc quelques villes unilingues suédoises, comme si on avait des villes typiquement anglaises, quelques-unes,
à partir des données d'un recensement qui est pris à tous les 10 ans. Puis là, s'il tombe en dessous de 6%, ça devient unilingue finnois. Donc, c'est un bilinguisme de façade, si on peut dire. Quoi qu'il est réel, je ne veux pas le minimiser. Les suédophones ont des droits. Ils ont droit à l'enseignement de leur langue. Mais il faut qu'il y ait du monde pour le demander. Ça rejoint un peu notre ami Rosaire Morin. À un moment donné, il n'y en aura plus. Ils n'en demanderont plus des services, il n'y en aura plus. Ils vont tous avoir appris le français. Donc, en Finlande, presque tout le monde parle le finnois maintenant, parce qu'il s'enseigne. Et dans l'enseignement des langues étrangères, je dis ça parce qu'on a des fois des débats sur le forum, eh bien, l'enseignement, ça s'appelle d'abord langue étrangère, c'est comme ça que ça s'appelle, et les gens ont le choix. Au primaire, il faut apprendre une deuxième langue étrangère. Au secondaire, il faut apprendre une troisième langue étrangère. Mais les étudiants ont le choix de cette langue-là. Les Finnois ne prennent pas tous le suédois comme deuxième langue. D'ailleurs, ils vont prendre l'anglais très souvent, de plus en plus. Mais aussi le français, mais 1,5 de 1%. Mais très souvent l'anglais. Parce que même si la Russie, par exemple, a été longtemps maîtresse de la Finlande, la culture russe n'a pas influencé la Finlande. C'est la culture suédoise, la culture allemande qui les ont surtout influencés. Aujourd'hui, c'est un pays moderne. Les téléphones Nokia, c'est finlandais, ça. Donc, c'est un pays à l'avant-garde, c'est un pays très avancé. Au niveau linguistique, toutefois, les Finlandais qui parlent le suédois, non seulement sont minoritaires, non seulement sont marginalisés, mais ils perdent du terrain, et sans que ça fasse de drame, c'est pas rien de dramatique, ça se fait naturellement, sans mesure coercitive. Ils ont des services qui leur sont offerts. Par exemple, même s'ils sont 8 ou 9% de la population, s'il n'y a pas 18 élèves dans une classe, il ne s'en donnera pas de cours en suédois. Ça en prend 18. S'il n'y en a pas, ils ne s'en donnent pas. Ils ne changeront pas ailleurs. Non, surtout pas. Mais je dis ça parce que c'est important, parce que ça veut dire que malgré le fait, parce que le Canada, avec la Finlande, sont les deux seuls pays du monde, puis j'en cherche d'autres là, sont les deux seuls pays du monde, selon le Canada, qui étaient bilingues, qui appliquaient le principe dit de personnalité. Ici au Canada, je peux aller en principe à Calgary puis demander des services en français. En principe. On n'ira pas en pratique, mais en principe. Et on nous disait, je voudrais sortir des textes des politiciens là, à pleine page, en Finlande, c'était comme ça. Alors que ce n'est pas comme ça. Parce que le Canada et la Finlande partageaient ce qu'on appelle le principe, vous vous souviendrez, de personnalité, ou les droits personnels. C'est l'individu qui choisit la langue officielle dans laquelle il va avoir des services. Le Canada appartient à cette catégorie de pays en ce qui concerne les services fédéraux. Quand on dit que le Canada est un pays bilingue, c'est un mensonge. Les institutions fédérales sont tenues au bilinguisme. Le tribunal a dit, dans la mesure du possible, là où le nombre le justifie. Les deux, dans la mesure du possible, là où le nombre le justifie. Ça, c'est la loi canadienne. Sauf au Québec. Sauf au Québec. Nous sommes contraints d'être bilingues. Depuis 1867, dans la Constitution, nous avons un bilinguisme institutionnel prescrit par la loi. Dans le reste du Canada, ça n'existe pas, sauf au Nouveau-Brunswick depuis M. Robichaud, il y a à peu près une quarantaine d'années. Mais dans le reste du Canada, ça n'existe pas. L'Ontario n'est pas bilingue et les services fédéraux ne sont pas tenus d'être bilingues. Ils sont tenus d'être bilingues dans la mesure du possible, là où le nombre le justifie. Parce que dans notre genre de régime qui est le nôtre, il n'y a pas juste la loi. Les tribunaux font loi. Les décisions des tribunaux ont force de loi. La jurisprudence a force de loi. Et ici, la Cour suprême a ajouté 2 précisions pour des droits à l'école française ou pour des droits en service en français dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la mesure du possible? Il faut demander aux Françaisquois et aux Franco-Ontariens ce que ça veut dire dans la mesure du possible. Oui, monsieur. Là où le nombre le justifie, c'est quoi le balai? Ah, ici, il n'y en a pas. En Finlande, c'est 18.
C'est écrit. Ici, il n'y en a pas. C'est jugé au cas par cas quand c'est rendu en différents tribunaux. Comme la loi sur la classe. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on ne comprendra jamais assez. Puis, je ne dis pas que c'est toujours négatif, là, même, parce que je ne veux pas entrer dans ce débat-là, là, mais beaucoup de droits britanniques, qui est le nôtre, là, on baigne là-dedans, n'est pas toujours précisé de façon cartésienne, comme les Français ou les Allemands. C'est pas vraiment cartésien, c'est surtout kantien, mais en tout cas, de cette école, si on veut, où tout doit être précisé, clair, avec un sens défini. La tradition britannique n'est pas celle-là. C'est chaque cas par cas, puis il n'y a pas une histoire pareille, puis ça dépend des circonstances, puis, oui. Là, je te pose une petite question. Tu disais que la langue dépend des villes. Il me semble que j'ai lu, il y a d'autres pays à travers le monde aussi que ça dépend des villes. Hein? Est-ce que ça se peut? Il me semble que j'ai lu ça. Ah, certainement. Certainement. Il y a les municipalités qui sont responsables. Oui, puis en Suisse, par exemple, les cantons, très souvent, c'est comme une ville. Hein? Le canton de Genève, là, il y a des campagnes autour, là, mais ce sont des villes. Neuchâtel, ce sont des villes. Et ici, c'est une autre affaire. Ici, c'est une autre affaire. Mais c'est peut-être à retenir pour l'avenir. Il y a une réflexion intéressante là-dedans. L'État fédéral, qu'on appelle fédéral, mais là-bas, il ne s'appelle pas ainsi. L'État central, si on peut dire, le Parlement d'Helsinki, le Parlement national, c'est son vrai terme, eh bien, lui n'intervient pas dans les questions linguistiques. Il assure un service en suédois, pour ceux qui le demandent. Il y a 2 langues nationales, il l'assure, mais à certaines conditions, puis dans certaines municipalités, je vous répète, 92% des municipalités de Finlande sont unilingues finnoises. Ça dispose de bien du monde, ça. Puis à tous les 10 ans, il y a comme un changement là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'expérience finlandaise? Quelle leçon peut-on retenir? D'abord, la patience. 100 ans d'action indépendantiste. Moi, je suis impatient, puis j'aimerais que tout le monde soit impatient. Mais quand même, 100 ans d'action indépendantiste pour arriver à l'indépendance, ce n'est pas... comment dirais-je, ça nous montre au moins à relativiser les choses. Hein? C'est pas une petite affaire. Deuxièmement, on partage avec la Finlande le fait que la langue soit au cœur. Comme dirait Jean-Paul Sartre, la langue est une caractéristique définissante de l'être finlandais. C'est aussi le cas pour nous. C'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. La langue est une caractéristique définissante, c'est-à-dire ça fait partie de ce que nous sommes. Ça ne nous empêche pas d'en connaître 7-8 langues, 4-5, de les connaître à fond, de vouloir en apprendre d'autres. Il le faut, c'est souhaitable pour ceux qui aiment ça. Il y en a que c'est le hockey, d'autres c'est les langues. Non, mais il faut bien distinguer les choses. Hein. C'est un choix personnel. Donc, la langue et la culture sont ici, comme en Finlande, à l'avant-plan de nos considérations nationales. Il y a un attachement très profond. Les 2 peuples ont connu un colonialisme linguistique prononcé. Nous, le français, là, était traité aussi durement que le finnois dans son pays. Donc, il y a là une autre similarité qui s'additionne aux ressemblances climatiques, géographiques, et ainsi de suite, que nous avons mentionné tout à l'heure, mais essentiellement, parce que ce n'est pas loin, 1917, c'est il y a 90 ans, ça. La semaine prochaine, ça va être la Norvège, c'est également au début du 20e siècle. La semaine d'après, ça va être les Pays-Bas, eux, c'est plus loin. Mais si nous faisons cette année, tous les lundis, le tour des indépendances du monde, c'est d'abord pour nous montrer qu'on n'est pas les seuls. Souvent, on est toujours les seuls. Je me rappelle quand ils ont sorti la loi 101, quand la loi 101 était adoptée par le docteur Lorrain et René Lévesque, les gens, des fois, disent que René Lévesque était contre. Si René Lévesque avait été tellement contre, elle n'aurait jamais été adoptée. C'était lui qui était premier ministre. Il faut savoir comment les choses se passent. Il n'aimait pas ça. Pas tout le monde qui aime ça, les lois. On a le droit de ne pas aimer les lois. Mais lui, il n'aimait pas. Il n'aimait pas certains aspects d'intervenir dans l'activité linguistique des individus. Mais s'il avait tellement été contre la loi 101, elle n'aurait pas été votée. Nous vivons dans un régime où c'est le chef de parti qui, au bout de la ligne, décide. Mais quand
le docteur Lorrain a fait voter la loi 101 en 1977, tout en sachant très bien que 60% de son contenu allait au-delà de ce que la loi canadienne lui permettait. C'est un geste de pédagogie qu'il a fait. Et la Charte de la langue française, la loi 101, est la loi la plus populaire de toute notre histoire parlementaire. Puis encore aujourd'hui, si on peut espérer que le sentiment national s'aiguise, s'accentue, porte davantage de fruits, c'est autour de la langue que cela va se passer. Les questions économiques sont très importantes, les questions culturelles, les questions politiques, de tous les domaines. Mais la question linguistique est au cœur du combat québécois, comme elle a été au cœur du combat finlandais. C'est-à-dire que c'est pour leur langue que les gens ont combattu, et c'est par leur langue qu'ils ont pris conscience de leur servitude nationale. Ce qui a été aussi le cas ici. Donc, je maintiens qu'il y a beaucoup du contenu de l'expérience finlandaise qui peut nous être utile, de les être courageux, et l'humiliation linguistique, nous sommes en mesure de savoir ce que ça veut dire. Non seulement au passé, quand on sort du Québec, si on va en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, comme l'a vécu M. Légère sur les airs d'Air Canada il y a quelques semaines à peine, c'en est de l'humiliation linguistique, ça. Le Canada se targue d'être bilingue, notamment dans les institutions fédérales. Puis là, vous allez voir, l'Air Canada va s'en tirer, là. Puis dans l'armée, là, qui est le lieu du racisme linguistique le plus aigu que nous puissions avoir. Donc, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Oui, on va discuter, mais c'est pour arrêter. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour l'indépendance des Pays-Bas. C'est sûr, c'est la violence que je posais. Ça fait un portrait général, intéressant. Mais il faut que je pose une question précise. Quel a été le dernier obstacle à l'accession de la Finlande à l'indépendance? Le dernier obstacle. Est-ce que c'était contre la Suède ou contre la Russie? Et comment ça s'est fait finalement, l'effort final pour accéder à l'indépendance? L'effort final, c'est que les Finlandais ont profité de la révolution russe de 1917, alors que les bolcheviks, les Blancs et les Rouges se battaient et que la guerre civile traversait l'URSS. Les Finlandais en ont profité pour s'unir et déclarer leur indépendance. Ils ont profité de ce que l'ennemi était occupé, de ce que l'occupant était occupé. Il y a aussi là des leçons à retenir. Hein? C'est sûr que le contexte comme tel est différent, mais c'était la grande révolution russe. Et à ce moment-là, on sait tous les drames qui se sont passés là-bas, puis les Finlandais en ont profité pour dire, bon, pendant ce temps-là, nous faisons l'indépendance. Oui. Tu disais tantôt que faire l'indépendance, ça prend du temps, puis au Québec, ça fait 50 ans qu'on en parle. Mais dans le fond, ça fait pas 170 ans si on remonte au Québec? Oh, ça fait 250 ans, si on veut. On en a parlé dès la session. Dès quelques années après 1760, d'abord, les premières années suivant la cession et non pas la conquête, il n'y a pas eu de conquête. Arrêtons de faire l'histoire avec les mots de nos adversaires. Les patriotes n'étaient pas des rebelles, c'est pas les rebelles de 37, c'est pas la conquête, c'est une cession. Dans les années suivant la cession, les gens pensaient qu'on viendrait à la France. Parce que ça arrivait dans ce temps-là. Même si ma mémoire est bonne, au 17e siècle, en 1610 ou 1620, là, on a quasiment changé de souveraineté, là, avec l'affaire des frères Philippe, souvenez-vous un petit peu. Là. Il y a eu pendant une dizaine d'années, 29-39 ou 19-29, là, en tout cas. Des frères Kirk, c'est ça, bon. Donc ça arrivait. Donc on sait, avec l'Acadie aussi, c'était arrivé, on a perdu. Donc pendant quelques années, les gens ont dit on va revenir à la France. Puis après ça, devant le destin, qui apparaissait comme le destin, dès le 18e siècle, va apparaître des courants indépendantistes. Et tout le long du 19e siècle, tout le long, cette idée-là est toujours présente. Mais disons, de façon organisée, politiquement, autour de partis prenant le pouvoir, même à la fin, le Parti québécois, mais autour d'organisations politiques, je dirais, bien huilées, ça fait une cinquantaine d'années. Avant ça, il y avait plusieurs indépendantistes, mais il n'y avait pas
de parti politique indépendantiste. Le premier parti politique ouvertement indépendantiste, c'est le PRQ de Marcel Chaput. Ensuite, ce sera l'Aérienne. Puis ensuite, ce sera le Parti québécois. Le Parti patriote voulait l'indépendance, mais c'était un parti essentiellement réformiste. Il voulait l'indépendance, mais il n'y a pas, sauf dans les textes des journaux de Delormier, de Duvernay, dans des textes de Papineau, mais ça n'avait pas la même articulation que ça va prendre au 20e siècle. Il voulait une république, il voulait faire une république, ça c'est tout à fait juste, c'est clair et net, mais il n'y a pas eu d'élection sur la république comme telle. Mais on voulait la faire, ils l'ont même déclaré. On devrait en fait compter le Parti patriote comme le premier parti indépendantiste, si on peut dire. Voire qu'ils n'ont pas fait campagne comme tel. Ils ont été pris dans toutes sortes d'autres problèmes. Et la déclaration d'indépendance de Madison. Comment je dirais pas que c'est comme si nous en faisions une ce soir. C'était plus important que ça, mais pas beaucoup. C'est un individu, en fait. Un certain courant des frères chasseurs, qui est une société secrète de type maçonnique, fondée par les patriotes du côté américain, qui va se répandre ici, et qui lui, va faire une déclaration d'indépendance, puis il va s'auto-proclamer président de la République. Donc, nous avons été indépendants quelques heures. Mais qu'importe, on ne peut pas l'éliminer parce que ça représentait quand même un courant. C'est pour ça que ce n'est qu'à la fin du 20e siècle que tout ça va vraiment, au milieu du 20e siècle, dans les années 50 avec Raymond Barbeau, que là va s'organiser vraiment un mouvement indépendantiste patenté, si on peut dire. Oui, on va arrêter avec ça. Ah, mais j'avais une question. La Finlande, c'est déjà que Pourquoi ça doit être ambigu? C'est souvent ambigu. Ça peut jouer contre nous, comme ça peut jouer pour nous, mais on ne sait pas où ça va. Ah, on ne sait pas où ça va. Parce que souveraineté, c'est un terme qui veut dire on est souverain à l'intérieur du Canada. Le Québec est souverain dans ses sphères de compétences à l'intérieur du Canada. Non, mais c'est ça, c'est pareil. Non, c'est pas ça que je veux dire, moi non plus. Mais c'est ça, le terme, c'est ce qu'il veut dire. Quand ils nous ont dit que l'adoption du drapeau par Duplessis est un geste de souveraineté, c'en est-tu un ou c'en est pas un? Ça, c'est un geste de souveraineté. C'est une demeure ambigu, c'est un terme qu'il va falloir le jeter. On va se piéger là-dedans, on va se piéger. C'est pour ça que les chefs de parti l'adoptent, parce que c'est ambigu, voyons. J'ai jamais pensé que c'est clair. Moi, je suis convaincu de ça. Je l'aurais pas pris. Donc, il faudrait rejeter le concept de geste de souveraineté. En tout cas, il faudrait le faire préciser, mais c'est que l'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça va faire du chemin. Mais ça fait parler. Parce qu'il est porteur de quelque chose. J'aimerais que ce soit plus précis, mais il est porteur de quelque chose. Mais si on votait une loi 101 sur l'unilinguisme français combattant le bilinguisme institutionnel, ce serait un geste de souveraineté. Dr Lorrain, la loi 101, c'était un geste de souveraineté au sens le plus radical que vous souhaitez qu'il puisse avoir. Parce que c'était illégal. Il préconisait l'unilinguisme et le principe de territorialité dans un cadre canadien qui, lui, était pour un bilinguisme s'appuyant sur la personnalité. Donc, c'était un geste de pleine souveraineté et qui s'est posé à l'intérieur du Canada. C'est sûr que le geste de souveraineté par excellence, c'est la déclaration d'indépendance. Moi, c'est un geste de souveraineté parce qu'à l'époque, il faisait attention pour ne pas toujours affronter la Constitution canadienne. Ah non, pas dans la loi 101. Il l'affronte directement. Quand il dit le Parlement, les lois sont votées en français seulement, la Constitution canadienne dit au Québec, c'est bilingue. Et nous autres, on vote en français seulement. Puis non seulement on le vote, on va le faire pendant 10 ans. Puis à un moment donné, la CEQ, j'insiste, la CEQ va emmener le gouvernement du Québec en cours pour défaire toutes les lois parce que la version anglaise n'existe pas. Et là, le tribunal va obliger Québec à traduire en anglais toutes ces lois. C'est parce qu'on oublie tout ici. Si vous vous en souvenez, quelques jours avant Noël, il y a une dizaine d'années, il y avait des camions entiers de projets de loi en anglais qui sortaient du Parlement, qui venaient d'être adoptés en bloc.
Parce que encore aujourd'hui, si une loi n'est pas adoptée en anglais au Québec, elle n'est pas valide. Pourquoi Le c'est Québec resté? est bilingue. Ben, c'est parce que c'était lorsque les coupures de poste de professeur, de ce que vous voulez. Vous n'en souvenez pas de ça? CEQ, pourtant, avec le Parti québécois, sont Donc, pour des raisons en bonne... syndicales, elle a fait avancer les droits anglophones. Ah, absolument. C'est la vérité. Pour des raisons syndicales, le CEQ a fait briser les chapitres de la loi 101. Qui était président, c'est quoi? Charbonneau? Je ne... c'est plus récent que ça. Je ne voudrais pas nommer de nom, pour ne pas me tromper. Je ne m'en souviens pas. Bonne semaine. Hey,